Bonjour à tous et bonne année. Bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, nous recevions Hervé Morin, l'ancien ministre, en pleine discussion sur la réforme de l'apprentissage. Le président des régions de France refuse que cette question soit confiée au MEDEF et aux branches professionnelles. On l'écoute. Globalement, résumons les choses. Il n'y a pas assez d'apprentis en France. L'apprentissage a beaucoup baissé ces dernières années pour des causes conjoncturelles, la crise économique, et donc l'apprentissage a été une variable d'ajustement, et aussi le fait que les politiques erratiques du gouvernement Hollande ont découragé les maîtres d'apprentissage et les patrons. Et puis il y a des causes structurelles. Les causes structurelles, ce sont des causes dont la réponse appartient au gouvernement. L'alignement des conditions d'embauche et de travail des apprentis mineurs et des apprentis majeurs. Il y a des anecdotes infinies. L'apprenti charpentier mineur qui n'a pas le droit de monter plus de 3 marches. L'apprenti boucher qui n'a pas le droit d'utiliser un couteau. Vous voyez un peu la farce dans laquelle nous sommes. Il y a une autre cause, c'est la complexité des procédures pour l'ouverture des places d'apprentissage. Et donc on dit au gouvernement, vous nous dites qu'il faut faire mieux, puisque nous avons une grande partie de la compétence sur l'apprentissage, simplifiez-nous la vie. Puis il y a un troisième sujet qui est stratégique, majeur, fondamental, c'est l'orientation. Pour faire simple, tant que l'orientation sera dans la main des profs de collège qui expliqueront que l'apprentissage c'est fait pour les médiocres, ça ne pourra pas marcher. L'apprentissage c'est une voie d'excellence. L'apprentissage, ça doit être un lieu dans lequel on se dise c'est aussi valorisant d'y être que d'être dans l'enseignement général. Et cela, pour nous, a une conséquence directe, c'est qu'il faut faire en sorte que l'orientation soit confiée aux régions et qu'on bâtisse avec l'éducation nationale et les milieux économiques. C'est pas le cas. Pas le cas. Et donc nous disons au gouvernement, ayez le courage, c'est une réforme qui a été tentée 2 fois. Hein. Ouais. Ayez le courage. Gouvernement, ayez le courage de confier aux régions la compétence orientation et que nous puissions bâtir de vrais programmes. Pourquoi ça s'est pas fait ? Ça s'est pas fait parce que jusqu'à l'heure, on n'a pas osé affronter l'éducation nationale, tout simplement. C'est aussi simple que cela. Toujours sur ce registre, la formation professionnelle, là aussi. Alors vous souhaitez avoir plus pardon, parce que oui, pour vos auditeurs, on va se demander pourquoi on parle de ça. Donc l'idée du gouvernement aujourd'hui, c'est de confier au MEDEF et aux branches professionnelles l'apprentissage. c'est une privatisation. C'est une privatisation pure et simple de l'apprentissage, en disant ce sont les branches qui vont désormais déterminer les conditions de l'apprentissage. Et là, nous disons c'est absolument inacceptable. C'est inacceptable pour une raison simple, c'est qu'il s'agit d'enseignement, d'un service public, et donc il y a un acte politique. C'est inacceptable parce qu'il y a une espèce de continuum qui est un continuum dont les compétences sont régionales, qui est le soutien à l'économie. 85% du soutien à l'économie, ce sont les régions. La formation, notamment la formation des demandeurs d'emploi, et l'apprentissage. C'est un tout. Et troisièmement, c'est inacceptable parce que cela va créer, en clair, une séparation entre le monde de l'apprentissage financé par le MEDEF, ou l'UEMM, et l'apprentissage des lycées professionnels. Et en clair, on va créer un mur de Berlin entre les lycées professionnels et l'apprentissage, alors qu'au contraire, il faudrait faire en sorte que le tout forme un ensemble cohérent. Hervé Morin, le Premier ministre, consulte encore aujourd'hui les élus concernés par l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Votre sentiment personnel sur cette question, l'aéroport est-il enterré selon vous ? Oh oui, je pense que maintenant c'est simplement les modalités de la procession. D'accord, mais alors au nom du respect de la consultation citoyenne qui a eu lieu, Ouais. est-ce que vous demandez que cet aéroport soit maintenu, comme le dit aussi Gérard Larcher hier dans une interview? Non mais bon, la consultation citoyenne dont le découpage peut toujours faire l'objet de discussions diverses et variées, ça me va moyen, pour tout vous dire. Ces consultations, c'est vraiment l'absence de courage absolu, quoi. Voilà. Vous voulez dire que ça a été repoussé Ouais, Et que cette consultation finalement n'a pas servi à grand-chose. Ce qui me gêne beaucoup plus, c'est quand vous avez, je crois de mémoire, 150 décisions, ou 120, ou 150 décisions de justice disant cet aéroport, il n'y a rien d'illégal. Donc il est régulier. On est dans un état de droit, oui ou non. Si on est dans un état de droit, on respecte, je ne sais plus combien il y en a eu, mais les dizaines, pour ne pas dire de bêtises, les dizaines de décisions de justice. Si le gouvernement ne fait pas cet aéroport, il ne respecte pas l'état de droit. En clair, le gouvernement s'assoit sur un état de droit, oui, clairement.
Mardi, le secrétaire d'État, ancien député socialiste Olivier Dussopt, souligne son attachement au Parti socialiste en dépit de sa nomination au gouvernement. Je suis toujours un homme de gauche, progressiste et social-démocrate. Le Parti socialiste a indiqué que j'étais exclu. Je n'ai pas reçu à ce jour de lettre d'exclusion, mais peu importe. Vous n'avez pas formellement été exclu. Mais peu importe, cela relève... Vous êtes toujours un jour de cotisation. Je suis toujours un jour de cotisation, mais tout ça... Mais vous avez toujours de casse. Tout ça relève du détail. Ça relève du détail et ce qui compte, ce n'est pas l'adhésion à tel ou tel mouvement. Ce sont les valeurs que l'on porte, l'attachement au progressisme, l'attachement à la social-démocratie. Et puis, dans la période qui s'ouvre, avec... cette participation, mon entrée au gouvernement sur des sujets qui me sont chers comme la fonction publique, Oui, la volonté d'être oui. utile. Et avant tout, uniquement. Mais vous avez d'être été utile. triste face à quelque chose qui vous a J'ai, touché ou pas? Cela fait 20 ans que je suis engagé au Parti socialiste. J'ai gagné 5 élections, 3 élections législatives, 2 élections municipales, en étant chaque fois clair sur mon engagement, en revendiquant mon adhésion au Parti socialiste, en affichant la couleur, si je puis dire, ce qui n'est pas toujours le cas de celles et ceux qui me font parfois des procès aujourd'hui ou qui, au fond, assaut d'amabilité à mon égard. Olivier Dussopt. Donc- Encore une question sur le socialisme. Stéphane Le Foll annonce ce matin sa candidature au poste de premier secrétaire. Il a été ministre, porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il peut aujourd'hui, est-ce qu'il est le mieux placé pour réinventer ce Parti socialiste? Je crois qu'il n'est pas seul candidat. Il y a d'autres candidats qui sont déclarés. Donc c'est pas votre Je pense candidat. à Luc Carvounas, je pense à Emmanuel Morel et je pense qu'il y aura d'autres candidats qui sont déclarés. Moi, la seule chose que je souhaite pour le Parti socialiste, parce que je le dis, c'est 20 ans d'engagement, c'est ma famille politique et il y a de l'affection, de l'attachement. C'est la volonté que le Parti socialiste puisse se reconstruire, puisse participer, trouver sa place dans la recomposition politique, s'affirmer comme une force social-démocrate, européenne, progressiste et je le dis, participe aussi à la réussite du quinquennat. Aujourd'hui, le Parti socialiste traverse une crise. C'est les adhérents du Parti socialiste, celles et ceux qui Le l'animent. Parti socialiste aujourd'hui tel qu'il se Celles et- construit, il ne veut pas forcément... Celles et ceux qui l'animent et celles et ceux qui participent à sa reconstruction. Vous l'avez bien vu. Je leur souhaite bon vent et je leur souhaite de réussir parce que je pense qu'il y a un espace, qu'il y a une voie à porter et que le Parti socialiste peut retrouver sa place sur l'échiquier politique à condition de s'affirmer comme une vraie force social-démocrate. Vous allez voter lors du prochain congrès si vous n'êtes pas exclu d'ici là? Vous savez, je ne suis pas, ce n'est pas dans mon tempérament de jouer des coups de com ou de jouer à celui qui veut faire le plus malin que Mais les comme autres. vous êtes attaché, vous dites à votre famille politique, Je le regarde se avec posez attention. légitimement la Je regarde question. tout ça avec attention. Et vous dites aussi donc à l'instant que vous êtes attaché au progressisme, à la social-démocratie. Hier Pinky, aujourd'hui Peugeot. L'actualité est marquée par ces entreprises qui suppriment des postes à la faveur de la loi travail voulue par Emmanuel Macron. Observe-t-on les premiers effets pervers de ces ordonnances contre lesquelles, je le rappelle, vous avez voté? Les 2 entreprises que vous citez ont annoncé leur volonté de mettre en place des plans de départ volontaires, en tout cas de forme de rupture conventionnelle collective, telle que c'est prévu par les ordonnances. Ce sont des annonces qui ont été faites. Ce qu'il faut souligner, et ce qui n'est jamais souligné depuis que ces 2 entreprises sont dans l'actualité pour ces questions-là, c'est que les ruptures conventionnelles collectives ne peuvent être mises en place que s'il y a un accord majoritaire des organisations syndicales qui siègent et qui représentent les salariés des entreprises concernées, et qu'après que la direction départementale du travail, les autorités de l'État aient validé le plan tel qu'il est proposé pour s'assurer qu'il respecte le droit. Ça vous paraît aller dans le bon sens? On ne peut pas dire que supprimer les emplois va dans le bon sens. Quand François Bayrou demande une inflexion sociale, un tournant social de ce gouvernement, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous le réclamez aussi? Je crois qu'il est là, le tournant social. Il est là, et vraiment il y a une volonté. Enfin, le programme du président de la République s'applique dans son intégralité, y compris avec une augmentation du pouvoir d'achat pour les actifs, y compris avec la revalorisation des minima sociaux et d'un certain nombre de prestations. Qui sont Même servies. avec l'augmentation de la CSG? Il y a l'augmentation de la CSG, mais il y a aussi l'augmentation du minimum vieillesse au mois d'avril prochain. Il y a l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Il y a la diminution des charges pour les actifs. Et donc tout ça doit être pris en compte dans sa globalité. Et quand il y a, par exemple, on nous annonce peut-être une cagnotte, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, ou si ce terme vous va ou pas, qui pourrait arriver pour le gouvernement de près de 4 à 5 milliards d'euros, quand les résultats de la croissance vont aller en priorité, notamment pour la baisse des déficits. Est-ce que c'est... La baisse de la dette. La baisse de la dette, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose, vous, socialiste, qui vous froisse? D'abord, je pense qu'il ne faut pas parler de cagnotte. Il y a un retour de la croissance et c'est heureux. Et le retour de la croissance se caractérise, ou en tout cas se traduit, par un dynamisme des recettes fiscales pour l'État, comme à chaque fois qu'il y a un retour de la croissance. Il y a aussi la volonté de diminuer la dette publique. Vous dites, est-ce que comme socialiste, ça me froisse? J'ai été maire pendant 10 ans. Une des premières choses que j'ai faites, que j'ai mises en œuvre lorsque j'ai été élu maire d'Annonay en 2008, c'est de dire qu'il y avait une dette de 22 millions d'euros pour un peu moins de 17 000 habitants. J'ai quitté mes fonctions le 10 juillet. Dans le cadre de l'application de la loi sur le non-cumul des mandats, la dette avait été ramenée à un tout petit peu plus de 11 millions d'euros. Donc on peut avoir des valeurs progressistes et social-démocrates et en même temps être attaché au désendettement, parce que le désendettement, c'est aussi se donner des marges de manœuvre pour l'avenir.
En marge du déplacement d'Emmanuel Macron en Chine mercredi, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, rappelle que la France a des intérêts à défendre en Chine. C'est important d'y aller, de prendre le temps d'y aller, parce qu'il ne vous a pas échappé que le président de la République a tenu à ne pas faire une visite express, mais pendant 3 jours, véritablement, à s'imprégner des problématiques, à tisser une relation véritablement personnelle avec Xi Jinping, le président chinois. Et l'idée, c'est naturellement à la fois de parler avec un des grands de ce monde, puisque nous sommes tous les deux au Conseil de sécurité de l'ONU, mais au-delà aussi en matière économique, de rééquilibrer nos échanges, parce qu'il ne vous a pas échappé que, en termes de déficit commercial, c'est le premier déficit commercial français avec 30 milliards d'euros de déficit. Et donc, on voit bien qu'on a besoin d'avoir un meilleur accès au marché chinois et en même temps... Mais vous parlez de rééquilibrer, c'est important parce que Bruno Le Maire, hier, il a eu une phrase qui est passée ou pas très bien passée justement, parce qu'il avait dit qu'il refusait beaucoup de projets d'investissement chinois qui pourraient arriver en France. Il a peur du pillage. Est-ce qu'il faut aujourd'hui un arsenal législatif pour bloquer simplement les financements chinois qui arrivent aujourd'hui? Alors, vous savez, on a des entreprises, des fleurons, je dirais, français, qui effectivement ont des capitaux chinois. Le Club Med, c'est une très belle marque en matière de tourisme, qui rayonne à l'international, et c'est à capital chinois avec Fosun. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée de la France, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée de la France. Mais dans un certain nombre de secteurs, qui sont des secteurs stratégiques, d'intérêt national, des domaines sensibles, il faut en tous les cas avoir effectivement des outils qui permettent, en tous les cas, de veiller à nos intérêts. Et de ce point de vue-là, c'est pas d'ailleurs uniquement la France. Des outils, ça veut dire une loi? Non. Des outils, ça veut dire, et j'y travaille au niveau européen, nous sommes, avec mes collègues ministres du commerce européen, en train de travailler à une méthodologie qui permet de regarder, à chaque fois qu'il y a des velléités de prise de contrôle ou de capital, d'avoir une méthodologie pour regarder quelles sont les intentions, pour éventuellement tirer la sonnette d'alarme et avoir des procédures, mais au niveau européen. C'est une forme de protectionnisme dans le fond. Mais vous savez, on est en 2018, le monde économique est un vaste théâtre des opérations, pour reprendre un terme militaire. Et il ne faut pas être naïf, nous devons ouvrir les yeux et nous avons des intérêts à défendre. Et donc, naturellement, nous avons des intérêts qui peuvent être convergents avec nos amis chinois. Le président de la République a dit que nous pouvions nous inscrire, enfin en tous les cas peut-être participer à certains projets dans le cadre des routes de la soie, mais nous avons aussi nos propres intérêts. Il y a toujours un mais. Il y a toujours en même temps, plutôt. Plutôt en même temps, d'accord. Mais si on prend un exemple, par exemple, il y a la privatisation future de l'aéroport de Paris. On sait que l'aéroport de Toulouse, lui, a été acheté avec des fonds d'investissement chinois. Est-ce que vous verriez d'un bon œil des fonds d'investissement chinois à l'aéroport de Paris? Écoutez, on n'en est pas là, franchement. Ouais. On verra d'ailleurs. On en est où alors? Non, parce que c'est que le Premier ministre l'a très bien dit chez vos collègues du JDD. Il y a une réflexion sur les actifs, des actifs qui sont encore détenus pour partie ou par l'État, que tout cela viendra en temps utile. Mais aujourd'hui, j'ai pas d'informations particulières à vous donner. Ce qui est sûr, c'est que on est dans une économie monde et que, eh bien, dans ce cadre-là, il y a des entreprises françaises qui, oui, ont le soutien, l'accompagnement de capitaux qui ne sont pas français et parfois chinois. Et encore une fois, prenez le groupe Louvre-Hôtel, qui, en matière d'hôtellerie, est un groupe très important, français. Oui, son développement est assuré aussi par des capitaux chinois. Donc tout ça, et inversement, nous avons également plus de 1000 entreprises françaises qui sont présentes en Chine, qui ont un certain nombre d'implantations industrielles. Et donc tout cela doit être, pour reprendre une terminologie qui était employée par les présidents, gagnant-gagnant. Et gagnant-gagnant, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian, c'est pas que l'un des deux soit gagnant 2 fois, c'est que tout le monde y trouve son compte. Les chiffres du commerce extérieur sont tombés hier, 65 milliards de déficit pour la France. Alors en tendanciel sur un an. L'Allemagne est à près de 200 milliards, mais en plus, c'est le talon d'Achille de la France. Alors, il y a... Donc ça va mieux sûr. Du moment, ça va pas mieux. On ne peut pas se satisfaire de ces chiffres-là. Alors, d'une part, nous sommes en train de travailler avec Jean-Yves Le Drian à la refonte de notre accompagnement des entreprises à l'export. Il y a besoin de plus de lisibilité, de mettre, je dirais, l'équipe de France à l'export en ordre de marche. Des annonces seront faites par le Premier ministre le 9 février prochain. Et par ailleurs, quoi ? Qui concerneront l'export, le soutien à l'export, le fait que les régions, les chambres de commerce et d'industrie, Business France, nous tirions tous dans le même sens. Et donc un certain nombre d'annonces que nous sommes en train de préparer. Donc et le je 9 pense février. Que le 9 février, ça pourra
je pense, vraiment nous aider à l'export. Et par ailleurs, il faut avoir en tête aussi que ces chiffres s'aggravent parce que la conjoncture économique française est plutôt dynamique. Vous l'avez vu, une croissance qui est plutôt supérieure à ce qui était attendu. Et donc, ça veut dire aussi que les importations ont augmenté. Et c'est le signe de quoi, malheureusement? C'est la conséquence de 20 années de désindustrialisation où les gouvernements qui nous ont précédés, malheureusement, n'ont pas pu endiguer la perte de compétitivité de la France. Et c'est ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui avec nos réformes fiscales, nos réformes sociales, faire en sorte que la France redevienne attractive, qu'on y relocalise des chaînes de production pour justement répondre aussi à notre demande nationale. Jeudi, l'affaire Lactalis. Plusieurs grands groupes de distribution reconnaissent avoir vendu du lait contaminé après la date de rappel. Le secrétaire général délégué des Républicains, Geoffroy Didier, présent sur notre plateau, dénonce un scandale et demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je trouve ça proprement scandaleux, le fait que des laits infantiles qui aient fait l'objet de rappels soient malgré tout vendus en grande distribution. Et je crois que les excuses commerciales qui ont déjà d'ailleurs commencé de la part de certains groupes de grande distribution, les rapports administratifs qui vont s'accumuler ne suffiront absolument pas et qu'il faudrait qu'une commission d'enquête parlementaire soit créée et que les responsabilités soient non seulement prononcées, mais aussi exercées, c'est-à-dire avec des sanctions exemplaires. On s'attaque là à des bébés. Ce lait a déjà fait l'objet, semble-t-il dans la même usine, d'une même bactérie de salmonelle. Et malgré les rappels, eh bien, aujourd'hui, des groupes très puissants qui disposent de grandes directions de la communication, qui pourraient parfaitement aujourd'hui faire preuve d'une très grande réactivité tellement ils sont puissants financièrement. Vous mettez donc en cause éventuellement les grands groupes ou le groupe Lactalis ou carrément l'État aujourd'hui? Ce que je mets en cause, c'est l'inertie. Et j'observe d'ailleurs que l'État aujourd'hui n'est pas suffisamment armé pour avoir un pouvoir hiérarchique sur les procédures de rappel. L'État, aujourd'hui, à ce stade, ne peut qu'encadrer les procédures de rappel, mais n'a pas de pouvoir hiérarchique. Donc, sans doute faudra-t-il effectivement une évolution législative, mais surtout, ce que je voudrais, c'est que sur ce qui s'est effectivement passé, les grands groupes répondent aujourd'hui devant, d'abord, le Parlement, c'est-à-dire les élus du peuple français, mais aussi, s'il le faut demain, devant l'autorité judiciaire. On en sait un peu plus sur le projet de loi Asile et Immigration. On sait notamment que la durée de rétention dans les centres sera doublée. Les associations ont fait part depuis plusieurs jours, mais notamment hier, de leur vive inquiétude face au côté très répressif de ce texte. Soyez francs, est-ce que la droite serait allée aussi loin ? D'abord, ce texte, on ne le connaît pas vraiment. Il sera présenté. Soyons prudents dans nos analyses. Il sera présenté en Conseil des ministres le 21 février prochain. Ce que j'observe, c'est ce que je sais déjà, c'est-à-dire la faiblesse manifeste des actes du gouvernement, d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, sur la maîtrise des flux migratoires. Regardez ce qui s'est passé dans les textes qui ont déjà été votés, c'est-à-dire le projet de loi de finances 2018. Le projet de loi de finances 2018 augmente de 110 millions d'euros les financements pour l'aide médicale d'État, c'est-à-dire ce système d'assistance aux clandestins. Il budgète 15 000 éloignements d'immigrés clandestins seulement 15 000. Et il sous-budgète les centres de rétention administrative. Donc j'aimerais qu'avant que l'on s'époumonne sur les projets de loi qui, pour l'instant, ne sont pas rendus publics officiellement et que même les députés En Marche n'ont pas encore lu, qu'on regarde surtout la réalité des actes et la réalité des budgets. Parce que j'ai remarqué qu'avec ce gouvernement, c'est souvent la même chose. Il y a des grandes annonces, je le vois notamment sur la rénovation urbaine dont j'ai la charge en Ile-de-France. Et puis, lorsqu'il s'agit de mettre de l'argent sur la table pour mettre en œuvre la politique publique qui est annoncée, il n'y a plus personne. Laurent Wauquiez a présenté ses vœux hier soir en région Rhône-Alpes. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs, semble-t-il, sur place. Je n'y étais pas. Les gens du Progrès de Lyon, Nathalie Moret vient de nous le dire. Sur le plan national, il est passé où, Laurent Wauquiez? Il est où? Il était justement hier soir. Oui, mais t'es en Rhône-Alpes. Dans sa région. Dans sa région. Enfin, il est président de région, ça on l'a pas beaucoup entendu. On ne va pas lui reprocher d'être dans la région qu'il a élue. Laurent Wauquiez ne va pas parler à tort et à travers, si c'est ça pour répondre à votre question. Et vous savez, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Donc Laurent Wauquiez fera sa rentrée politique
et médiatique. Bon, vous D'abord nous par une l'annoncez, émission il va le la faire. 25 janvier et surtout par le Conseil national le 27 janvier à la Mutualité à Paris, à l'occasion duquel il effectuera un discours politique. Mais pourquoi ? Parce que nous avons évidemment besoin d'inventer et de fonder une nouvelle droite. Nous avons besoin d'incarner le renouvellement des usages, des visages, des comportements et des pratiques. Justement, je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous ne pouvions plus du tout faire de la politique comme d'autres l'ont fait par le passé et qu'il fallait savoir soutenir ce qui allait dans le bon sens, mais ce qui va vraiment dans le bon sens, au-delà des affichages, et puis s'opposer fermement lorsque c'est nécessaire, par exemple pour protéger les policiers et leurs familles. Vendredi, les suites de l'affaire Lactalis. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, estime qu'il faut que notre pays et l'Union européenne se dotent de mesures supplémentaires pour empêcher ce type de scandale sanitaire. Il faut maintenant que notre pays, l'Union européenne, se dote, si elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui, de règles qui empêchent ce type de pratiques, ce type de pratiques commerciales. Qu'il s'agisse d'ailleurs de l'entreprise Lactalis, mais aussi du secteur de la grande distribution. Il y a eu là un manquement, il faut qu'il y ait des sanctions et puis il faut surtout qu'il y ait un certain nombre de règles supplémentaires pour empêcher ce type de situation. On ouvre à présent le dossier des collectivités locales. Stéphane Troussel, hier la ministre Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a déclaré que la taxe d'habitation sera supprimée pour tous en 2020 et qu'elle ne sera pas remplacée. Une déclaration qui a fait beaucoup de bruit. Dans le même temps, l'État veut une fiscalité locale nouvelle. Alors est-ce que la mesure phare d'Emmanuel Macron, du coup, c'est une fausse suppression d'impôts? À l'évidence, elle a surtout été obligée de s'y reprendre à deux fois. Et donc, c'est plus qu'un couac. C'est surtout les élus locaux avaient déjà quelques inquiétudes sur cette annonce de la suppression de la taxe d'habitation et de leur compensation. C'est désormais nos concitoyens qui doivent avoir quelques inquiétudes. Parce qu'en gros, ce qu'elle dit à mots couverts, c'est que l'État se demande bien comment il va pouvoir compenser cette annonce. Et donc, il y a une grande vigilance. Ça nous inquiète, nous les élus locaux, parce que chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que après ce qui est arrivé au département où l'État a transféré au département des dépenses, cette fois-ci qu'il n'a bien sûr pas compensé dans la durée. Cette fois-ci avec les communes, l'État s'y prend différemment. Il leur pique des recettes. Et donc cette annonce, il n'y a pas un maire qui croit sérieusement que dans la durée, l'État va compenser intégralement cette perte de recettes. Alors, Emmanuel Macron, lui, annoncera au mois de février ses intentions pour le Grand Paris. Hier, vous avez eu un rassemblement autour des responsables des départements de la Petite Couronne. Et si on en croit visiblement ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est qu'il veut supprimer 3 des départements, dont le vôtre, la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous faites de la résistance? Est-ce que vous rentrez en résistance ce matin? La question, c'est pas d'être en résistance par rapport à nos institutions et à nos fonctions respectives. Moi, je suis favorable à l'idée du Grand Paris. Parce que la région capitale, son cœur le plus dense, ce sont des territoires qui sont à la fois les plus puissants, les plus riches économiquement de l'ensemble du pays. C'est 30% du produit intérieur brut. Mais c'est aussi le territoire qui est marqué par les plus grandes disparités fiscales, sociales, territoriales, financières. Donc si je crois à l'idée du Grand Paris, à l'idée même, c'est pour en faire un outil de développement et d'égalité territoriale. D'abord, la première chose, au lieu de commencer le sujet, une nouvelle fois, le sujet par les institutions, moi, je crois au Grand Paris des projets. Donc ça fait des semaines maintenant que le gouvernement tergiverse avec des reports de rendez-vous, avec des annulations, on doit faire une annonce en octobre, puis en novembre, puis en décembre, et maintenant c'est février. Ils sont gênés. Ça veut dire quand même qu'ils réfléchissent. Ils sont gênés. Oui, enfin, vous savez ce que disent les avocats d'un dossier dont on demande successivement le report, c'est que le dossier est mauvais. Donc leur dossier, il est mauvais. La manière dont ils envisagent ce dossier, visiblement, c'est pas la bonne. Donc d'abord, le gouvernement nous amuse la galerie sur ces histoires de mécano institutionnels entre quelques hauts fonctionnaires et quelques élus qui se passionnent pour le sujet. Il ferait bien surtout de nous rassurer sur le Grand Paris des projets. Stéphane Troussel, il nous reste peu de temps pour parler quand même de votre parti politique, le Parti socialiste. Il y a de nombreux candidats en lice, au moins 4 en tout cas.
Est-ce que vous excluez vous-même de vous présenter ? Je ne serai pas candidat et je ne rajouterai pas une candidature à ces candidatures. Le représentant des territoires. Mais en tout cas, je prendrai ma part à ce travail de reconstruction pour 2 raisons. D'abord parce que je considère, quelle que soit la qualité de ceux qui animent la direction collégiale et qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient depuis quelques mois, le travail de refondation, il doit commencer par un droit d'inventaire. On ne peut pas, alors qu'on a connu une des plus lourdes défaites électorales, passer cette étape d'inventaire. De déchirement autour de cet inventaire, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Il va y avoir les défenseurs du bilan de François Hollande et les anciens. Mais la question, ce n'est pas de se polariser. La question, c'est pas de se polariser sur la figure de François Hollande ou de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Mais enfin, quand même, en 2012, nous administrions à peu près tous les niveaux de responsabilité dans ce pays. Et depuis à peu près dès l'automne 2012, nous avons perdu systématiquement tous les scrutins. On peut expliquer que nos concitoyens, nos électeurs n'ont rien compris et que c'est de l'insuffisance de pédagogie. Non, c'est qu'ils nous ont déjugés. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. Nos meilleurs vœux vous accompagnent pour cette année et on se retrouve la semaine prochaine.